au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Roland Diouf. Il y a eu cette nouvelle à la fois de vos camarades politiques qui estiment qu'ils ne vont plus se présenter devant les juridictions où il y a des procès ouverts et des avocats qui renoncent à leur apporter une assistance juridique. Qu'est-ce qui a amené à une telle décision, Maître Roland Diouf? Je vous remercie infiniment de votre question. Avant d'y arriver, je ferai une petite virgule sur le sujet que nous avons évoqué précédemment pour préciser à la suite de M. Kamgia qu'effectivement, c'est l'article 23 alinéa 5 de la CADEC qui condamne ou qui qualifie de changement anticonstitutionnel de gouvernement, et je cite, tout amendement ou toute révision des constitutions ou instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Ça répond également à la question, à la préoccupation de M. Mott. Il ne suffit pas qu'il y ait révision de la Constitution pour que cela soit constitutionnel, pour que cela soit conforme, notamment à nos engagements internationaux. Il faut encore que ces révisions constitutionnelles-là ne portent pas atteinte au principe de l'alternance démocratique. Et précisément, la limitation de mandat est une garantie de l'alternance démocratique. Le coup de force n'est pas seulement arriver au pouvoir. Le coup de force est aussi usant du pouvoir s'y maintenir, notamment à travers des élections mal organisées. Et quand on parle d'élections, ce n'est pas seulement l'élection présidentielle ou les élections locales, c'est aussi les référendats. Ce sont des élections. Et quand on peut frauder à une élection présidentielle, ça veut dire qu'on peut frauder à un référendum. Ça veut dire qu'on peut frauder à une élection législative. L'élection législative, c'est-à-dire l'élection par laquelle on désigne les élus du peuple. Ceux-là même qui pourront être appelés à déterminer les termes dans lesquels la Constitution sera modifiée. Si on peut frauder pour leur élection, on ne peut pas garantir que la modification qui est faite à la fin est une modification du peuple. On se retrouve donc dans une situation où le corps politique pense pouvoir prendre en otage le peuple dont ils détiennent le pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir, et le pouvoir politique, les institutions politiques n'agissent qu'en représentation de ce peuple-là. Donc, c'est une précision qui est importante pour que l'on comprenne que nous ne faisons pas un débat simplement pour le plaisir de le faire. C'est parce que ce sont des questions qui, lorsqu'on ne les applique pas effectivement, on voit les conséquences sur le terrain. Et le Cameroun devrait en tirer des leçons. Des leçons pour lui-même et des leçons pour son avenir. Et ça me permet de revenir sur la question de la justice, qui, à mes yeux, est analogue à celle de la démocratie ou celle des élections. L'organisation régulière d'élections n'est pas gage de démocratie. La tenue de procès n'est pas gage de justice. Et la situation de notre parti politique, de nos camarades et de toutes ces personnes qui sont sous le feu de la répression à cause de leurs idées politiques nous donne la preuve qu'on peut proclamer beaucoup de choses. On peut convoquer beaucoup de principes, au rang desquels on convoque souvent le principe de l'état de droit au Cameroun, mais dans les faits, il peut n'en être rien du tout. Figurez-vous que nous sommes dans un système où, lorsque vous exercez un droit fondamental, un droit constitutionnel, il semble que ceux qui sont en face aiment bien convoquer les dispositions constitutionnelles, mais tenez, quand vous convoquez une liberté fondamentale comme la liberté de manifester, prévu, consacré par notre Constitution, précisé par divers instruments internationaux que nous avons ratifiés. Je peux citer le Pacte international sur les droits civils et politiques, je peux citer la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, je peux citer les instruments de clarification de cette charte-là, notamment les principes et directives de Niamey, auxquels nous avons souscrit, mais un pays dans lequel, pour avoir osé exercer cette liberté, vous êtes d'abord capturé sans mandat, sans qu'aucune des formes prévues par la loi du Cameroun, à savoir le code de procédure pénale, ne soit respectée. On vous capture, on vous met au secret. On ne vous laisse même pas la possibilité de communiquer avec le monde extérieur. Et là, je parle de cas vécus. Quand on a demandé gentiment au porte-parole du président élu, M. Bibou Nissak, à son domicile, de suivre des agents de notre police pour aller à la rencontre du délégué général à la sécurité nationale. Qu'est-ce qui s'est passé après cela?
On l'a simplement jeté dans une cage, dans une cellule ou dans une prison militaire au secrétariat d'État à la Défense. Quelque part où, quand vous réussissiez à avoir le courage d'oser venir rendre visite, même quand vous êtes avocat, on vous donne 5 minutes dans un endroit où on ne peut pas estimer que c'est un lieu de visite et en présence constante d'un agent des forces de sécurité. 5 minutes. On traite des gens de cette manière-là pour la simple et bonne raison qu'ils ont, et d'ailleurs pour le cas du porte-parole, osé penser qu'ils pouvaient manifester. Parce que dans le cas de M. Olivier Bibou-Nissak, il ne me souvient pas que le 22 septembre, il ait pu marcher. Alors pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté? Probablement parce qu'on l'accuse d'avoir pensé ou d'avoir projeté ou d'avoir voulu marcher. Si la liberté de manifester est désormais à ce point réprimée, est-ce qu'on peut encore dire qu'on est dans un état de droit? Et maintenant, quand on en vient au procès qui se déroule, les diverses facettes du procès qui se déroulent, aussi bien devant les juridictions militaires que devant les juridictions civiles. Pour parler du cas des juridictions militaires, je crois que c'est un débat que nous avons déjà largement fait. Même si on pouvait admettre que ceux-ci soient jugés par les juges militaires, mais jugez-les enfin. Jugez-les et pour qu'on sache ce qu'on leur reproche. Si le dossier est bon, si le dossier est blindé, s'il y a des éléments, pourquoi est-ce qu'on procède à des renvois interminables pour des gens qui sont précisément privés de liberté? La seule explication qu'on peut donner à cela, c'est qu'on veut les garder en détention le plus longtemps possible. Et dans quel intérêt? Dans l'intérêt de parler à deux groupes de personnes. Le premier groupe de personnes, ce sont ceux-là qui sont sincèrement engagés dans le combat pour la libération du Cameroun. On leur dit en fait, regardez ce que nous allons vous faire si vous essayez. Et on parle en second lieu aux populations camerounaises, on leur dit, ça ne vous sert à rien, cher peuple camerounais, de vous lever contre nous qui avons votre pouvoir. Parce que si vous le faites, voilà le sort que vous allez subir. Nous sommes dans une véritable dictature. Et c'est le message qui est passé. Le pire, c'est que cette dictature ne s'appuie plus, comme ailleurs seulement, sur des moyens militaires. Le pire, c'est que cette dictature s'appuie sur la justice, qui d'ailleurs devrait commencer par se définir comme une vertu. Au Cameroun, la justice n'est plus une vertu. Elle n'est plus perçue comme une vertu. Je fais une pause pour quand même toujours souligner que dans tout cet environnement que nous pouvons critiquer, il y a toujours quelques-uns qui peuvent se démarquer. Et à cela, j'aimerais rendre hommage. Seulement, c'est un système désormais qui est aux mains du pouvoir politique et qui est destiné à réprimer l'expression de l'opinion divergente. Je continue en disant que quand on ne veut pas juger des gens qu'on a arrêté manu militari, en urgence, et on a vu le débat qui s'est déroulé par les tenants du régime et les camarades de M. Modan à la presse, pour les accabler, pour les affubler de toutes sortes de choses, on pouvait croire que le dossier était complet et que, ok, ils sont arrêtés, donc ils peuvent être jugés. Pour revenir aux juridictions civiles, je prends le cas de la procédure d'habeas corpus. Quand vous dites à un juriste common lawyer que dans le cadre de ma procédure en habeas corpus, l'affaire a été renvoyée pour production du titre de détention, il trouve que c'est ahurissant. Parce que telle que la procédure d'habeas corpus est conçue, la personne qui vous détient, le jour de la première audience, doit vous conduire devant le juge de l'habeas corpus muni du titre en vertu duquel il vous détient. S'il n'a pas de titre en vertu duquel il vous garde prisonnier, le juge de l'habeas corpus constate que nous sommes dans le cas soit d'une détention illégale, soit d'une détention abusive, soit d'une détention arbitraire. Et à ce moment-là, il ordonne votre remise en liberté immédiate. Mais dans votre cas, il y a eu plusieurs demandes qui ont été introduites. Quelles ont été les différentes réactions des juges? Vous savez comme moi que toutes ces demandes ont été rejetées, même en appel. Elles ont été systématiquement rejetées. Systématiquement.
On s'organise pour que, quand bien même il n'y a pas de titre de détention, qu'on renvoie l'affaire indéfiniment et puis un matin, on vous dit, ok, voici le mandat, et puis on déclare votre action sans objet. Mais le mandat est venu après que vous ayez été privé de liberté pendant 3 mois sans justificatif. Et donc, on donne à la face du monde une image d'une parodie de justice. C'est donc à cette parodie de justice que, d'une part, nos camarades, nos courageux camarades, courageux parce que eux, ils payent un prix encore plus élevé que celui que payent ceux qui sont encore en liberté. Nos courageux camarades ont dit, d'accord, puisque nous savons que la messe est dite, puisque nous savons que de toutes les façons, la justice est jugée d'avance, nous n'allons pas vous aider à nous écraser. Écrasez-nous certes, comme vous avez déjà décidé de le faire, mais écrasez-nous sans notre participation, sans notre complicité. Parce que ce serait comme avec les élections. On dirait à la communauté internationale, oui, ben nous sommes un pays démocratique. La preuve, il y a plusieurs partis politiques, il y a des élections où tous les partis concourent, et c'est simplement parce que nous sommes les plus forts que nous avons gagné. C'est la même chose qui se passe avec la justice. On vous dira, non, il y a des procès qui se sont déroulés, ils avaient leurs avocats, du reste, ils ont plaidé, et puis c'est simplement parce qu'ils n'avaient pas de bons arguments qu'ils ont été déboutés. On dit, ok, dans ce cas, comme c'est écrit d'avance, faites donc sans nous. Et nos avocats, et quand je dis nos avocats, je me dois de sacrifier à une obligation. Quand je dis nos avocats, ce n'est pas comme si ce sont des avocats que nous payons. Ces avocats qui ont donné de leur temps de manière bénévole ont pris simplement acte de ce que nous sommes dans ce que le bâtonnier Charles Tchungan a brillamment illustré dans un ouvrage qu'il a intitulé L'impossible justice au Cameroun. Prenant acte de cette impossible justice, en tout cas singulièrement de cette impossible justice pour les opposants. Parce que manifestement au Cameroun, il y a une impossible justice quand on est opposant. Prenant acte de cette impossible justice et tenant compte des valeurs de son propre serment en tant qu'avocat, nous nous sommes dit, nos avocats se sont dit qu'il valait mieux adopter la posture de la rupture, celle qui consiste à dire, d'accord, nous ne cautionnerons pas nous aussi cette mascarade de justice par notre participation. Nous allons vous laisser avec ce que vous avez déjà décidé de faire et advienne que pourra. Malheureusement, on parle souvent de salir l'image du Cameroun, mais malheureusement, qu'est-ce qui salit vraiment l'image d'un pays à l'international ?